Moi, je suis comme ça. Je vais tout vouloir faire pour rendre la personne heureuse. Tu comprends? Mhm. Des fois, au dépend de mon propre bonheur. Fait que c'est pour ça que je dis que autant que ça peut être super une bonne chose, du genre quand je suis dans une relation, je t'investis à 100%, je veux que tu sois heureux, Mhm. mais en même temps, j'ai fait le cheminement que oui, c'est une bonne chose, mais faut pas que ça vienne au détriment de qui je suis en tant que personne, puis de ma réalisation personnelle aussi. Parce que je pense que justement, je vais être malheureuse si je peux pas me réaliser en tant que personne dans un couple. Après quasiment un mois sans improviser, après quasiment un mois d'absence, la première cobaye de l'année, Justine, Bien le bonjour. comment tu vas? Ça va bien. Je suis contente d'être là, faire cette expérience de podcast. C'est nouveau pour moi, fait que Hmm. j'étais bien contente de l'invitation. Ça fait plaisir et merci d'avoir accepté l'invitation. Tu dis une nouvelle expérience. Est-ce que tu es quelqu'un qui est attiré par la nouveauté? Je suis quelqu'un qui adore essayer des nouvelles choses dans la vie, là. Honnêtement, je trouve que je suis quelqu'un qui recherche les nouvelles expériences, l'adrénaline, les... Je sais pas exactement comment l'expliquer, mais ça te crée un plaisir fou de pouvoir mettre des nouveaux outils à ton bagage, des nouvelles expériences. L'enfant, le fait d'essayer des nouvelles choses te permet de t'outiller dans ta vie. Et ça Exact. fait en sorte que ça donne une meilleure perspective qui te permet d'approcher d'un nouvel œil certaines nouvelles expériences. Et ça fait comme un feedback loop qui se nourrit de tes anciennes expériences pour avoir des meilleures nouvelles expériences. Ouais, c'est vraiment bien en fait parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de la nouveauté. Oui. Mais c'est parce que ça rend inconfortable, hein, veux pas la nouveauté. Justement, quand on parlait de créer des nouvelles expériences, parfois c'est vivre des nouvelles émotions, tu sais pas à quoi t'attendre, puis pour les gens, la nouveauté, c'est quelque chose qui fait peur, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut apprendre à apprivoiser dans la vie, cette nouveauté-là, parce qu'une fois que tu apprends à l'apprivoiser, je pense que tu apprends à te découvrir toi-même. Tu apprends à découvrir les gens autour de toi aussi, puis à connaître le monde qui t'entoure avec une autre perspective. C'est quoi ta découverte de toi-même ces dernières années? C'est quoi ta découverte de toi-même en 2024? Honnêtement, c'est une très bonne question. La découverte de moi-même que j'ai faite cette année, je dirais pas que c'est une bonne ni que c'est une mauvaise découverte. Je pense que c'est une découverte qui m'a appris à me connaître davantage. Puis je pense que c'est d'apprendre à connaître mes faiblesses. J'avais vraiment cette vision-là de moi comme étant quelqu'un qui pouvait surmonter absolument tout. Une femme forte, indépendante, quelqu'un qui... Tu sais, quelqu'un sur qui tu peux compter. J'ai toujours préféré prendre sur mes épaules au lieu de compter sur les gens autour de moi. Fait que j'avais justement cette vision-là que j'étais capable de réaliser tout ce que je voulais. Et je crois que cette année, ce que j'ai découvert, dans le fond, c'est vraiment que, tu sais, non, je suis pas cette femme-là qui est capable d'en prendre sur ses épaules à l'infini, puis c'est correct. Fait que j'ai appris à apprivoiser ça. J'ai appris que c'est correct de pas tout prendre sur ses épaules. J'ai appris que c'est correct de pas bien aller puis de prendre un temps de repos pour se recentrer sur soi-même. Puis, tu sais, veux pas, ça a été un petit peu un deuil de cette image-là que j'avais de moi-même. Fait que, comme je disais, c'est pas nécessairement une belle ni une mauvaise découverte, mais c'est quelque chose qui m'a permis d'apprendre à en connaître davantage sur moi. Je pense que tu as fait une réalisation que beaucoup de gens font, c'est découverte ou la redécouverte de leur propre humanité. C'est-à-dire de comprendre qu'on n'est pas comme une star d'un film qui a aucun défaut, qui est parfait, parfaite, qui est excellent ou excellente dans tout. Tu as appris à accepter que tu ne peux pas être parfait sur tous les aspects. Tu as appris à accepter que tu es un être humain. Donc, ça vient avec des avantages et aussi des défauts. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié le fait que tu as dit que c'était pas une découverte nécessairement négative ni positive. Parce que la chose qui rend ça positif ou négatif, c'est vraiment comment tu interprètes ça. Oui. Donc, si tu tires des leçons de ça, c'est totalement positif en fait, dans le sens que tu comprends
que tu as cette faiblesse-là, mais tu as aussi ces atouts-là qui te permettent de te pallier à cette faiblesse-là. Donc, c'est vraiment important de toujours remettre en perspective ce qu'on apprend sur soi-même et ce qu'on apprend dans la vie. Parce que c'est pas ce qui nous arrive dans la vie qui est important, mais c'est comment on réagit à ce qui nous arrive. Justine, je pose toujours cette question à toutes les personnes qui viennent à ce podcast-là. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, brièvement, ou ça peut être long si tu préfères? Bien, certainement. Dans le fond, comme tu as dit, je m'appelle Justine. J'ai 25 ans. Je travaille dans les centres jeunesse, donc je suis éducatrice depuis maintenant 5 ans. Donc, je travaille dans les milieux des services sociaux. Je suis une fanatique du gym, donc je m'entraîne extrêmement toutes les semaines. Peut-être même faire une compétition de bodybuilding l'année prochaine. Fait que je suis vraiment beaucoup dans la santé, dans la nutrition. Puis je dirais justement, comme on en a parlé un petit peu, je suis quelqu'un qui aime ça, les nouvelles aventures, aller à l'encontre des gens, sortir de ma zone de confort, aller chercher les nouvelles expériences, les nouvelles sensations. Je pense que c'est quelque chose qui... Tu sais, j'ai tout le temps besoin de nouveaux challenges dans la vie. Puis ça, c'est quelque chose, je pense, qui me détermine vraiment en tant que personne. Let's go, j'aime ça. Ouais. J'aime ça. Tu viens de décrire une personne qui est prête à la découverte, qui est prête à apprendre du monde. Mais tu as dit un point que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui vont se poser cette question-là quand ils sont en train d'écouter. Tu travailles dans un centre de jeunesse. Mon audience est quand même internationale. Donc certains ne savent pas c'est quoi la définition d'un centre jeunesse au Québec. C'est quoi un centre jeunesse? Dans le fond, un centre jeunesse au Québec, c'est un endroit où ce qu'on va avoir des jeunes qui sont placés sous 2 lois. Donc, ça peut être la loi de la protection de la jeunesse. Donc, dans le fond, le mandat en protection de la jeunesse, ça va être vraiment de protéger le jeune de la société. Donc, ça peut être un jeune qui vit des situations difficiles à la maison. Ça peut être un jeune qui peut se mettre en danger lui-même. Mettons un jeune qui fuguerait à répétition, qui se mettrait en danger. Ça serait des motifs pour lesquels la protection de la jeunesse pourrait intervenir. L'autre loi... dans le fond, c'est la loi qui va venir travailler avec les jeunes contrevenants. Donc, c'est les jeunes qui vont commettre des infractions au code criminel. Comme on a avec les adultes, sauf que c'est la loi pour les mineurs. Donc, c'est des jeunes qui vont venir dans un centre de réadaptation. Nous, on va travailler auprès d'eux pour faire de la réhabilitation, puis les aider justement à diminuer la chance qu'ils recommencent à faire des délits, leur permettre d'avoir une meilleure qualité de vie aussi pour eux et pour leur famille. J'aimerais tout d'abord te remercier de faire ce travail-là parce que c'est un métier très important. Ça permet de recadrer certaines vies et de faire en sorte que certaines personnes puissent retourner dans le droit chemin et accomplir leur plein potentiel. Je te félicite pour ça parce que ça ne doit pas être facile au quotidien. Mais ce que tu m'as dit aussi a suscité quelques questions en moi. Tu as dit qu'il y a des jeunes qu'on envoie dans ces centres-là parce que c'est la protection de la jeunesse. Leurs parents, on va dire, ils sont pas d'un bon milieu social. Et d'autres jeunes, c'est des contrevenants, c'est-à-dire ils ont fait des crimes. Est-ce une bonne méthodologie de associer ces deux jeunes-là? C'est-à-dire quelqu'un que son environnement est mauvais, on l'a mis là, et quelqu'un que lui, il a causé du tort dans l'environnement, on le met dans le même endroit. Est-ce un bon mix? Est-ce un bon cocktail? Ils sont pas mélangés ensemble. Ils sont pas mélangés ensemble. Non, ok, merci de la précision. Ils sont pas ensemble. Dans le fond, ils sont dans la même bâtisse où moi je travaille, parce qu'il y a des centres où c'est juste la protection de la jeunesse. Moi, je travaille dans le seul centre à Montréal où ce qu'on a des jeunes en protection de la jeunesse et des jeunes en jeunes contrevenants, mais ils sont pas ensemble. Ils ont des unités propres à eux, ils sont pas mélangés. Ok. Justement ça me pour rassure. Ça me rassure. éviter que des jeunes qui seraient en protection de la jeunesse soient exposés à des risques. Ou même, tu sais, souvent, veut pas, on a des jeunes qui vont beaucoup glorifier, malheureusement, les conduites criminelles. Donc, d'être avec d'autres pères délinquants, malheureusement, ça peut les amener, les inciter à... Tu sais, comme on peut dire des fois, la prison est l'école du crime, ça peut être le cas aussi comme ça. Fait qu'on veut pas que ces jeunes-là se ramassent à tomber là-dedans aussi. C'est quoi la glorification du crime? Quelque chose que tu viens de dire, qu'il y a des jeunes qui glorifient le crime dans ces centres jeunesse, mais est-ce que tu peux nous dire c'est quoi une glorification du crime?
La glorification du crime, je pense que c'est vraiment juste le fait d'idolâtrer un peu tout ce que le crime peut rapporter. Tu sais, souvent, on associe le crime à la vie de luxe, à l'argent, aux relations sexuelles, aux dépenses, aux voyages. Donc, souvent, les gens vont associer la vie délinquante avec le mode de vie luxueux. Fait que quand je parle de glorification du crime, c'est vraiment dans ce sens-là que de s'imaginer que le fruit du crime va rapporter une belle vie. Mais quelle est la réalité en fait? Parce que là, on dirait que tu décris ça comme si c'était une utopie. Exactement. Mais quelle est la réalité de cette vie du crime-là? Pour quelqu'un qui n'est pas familier à ça. Je dirais que ça dépend vraiment de chaque personne. Mais la vie du crime... Vivre du crime, ça peut apporter beaucoup de désagréments. Premièrement, c'est vraiment difficile pour les familles qui sont au prix avec ça. La personne elle-même aussi, tu sais, elle se ramasse probablement à faire des incarcérations ou pour un jeune aller en centre jeunesse. C'est pas quelque chose de facile. Ce qu'on remarque beaucoup, c'est que chez ces jeunes-là, il y a beaucoup de traumatisme. Le traumatisme, entre autres, tu sais, juste si on considère à Montréal en ce moment, il y a une grosse augmentation de la violence par arme à feu. Puis, veut pas, les jeunes de Montréal disent se sentir pas en sécurité dans les rues à cause des décharges d'armes à feu. Fait que juste le besoin de venir se protéger fait en sorte que les jeunes vont s'armer. Quand les jeunes s'arment, sont plus à risque d'utiliser les armes. Donc là, ils vont tirer. Donc là, parce qu'ils tirent, ben là, il y a d'autres jeunes qui se sentent à risque. Donc là, tu vois un peu le cercle vicieux que ça l'entraîne. Donc, je pense que c'est tout... Interrelié. Tous des facteurs qui peuvent rentrer en compte, ouais. Ça doit être quand même compliqué. Mais Tu me c'est racontais... un beau métier. C'est un beau métier. Honnêtement, je ne changerais pas mon métier pour rien au monde. C'est un métier dans lequel tu m'as dit que ta clientèle, c'est juste des hommes, en fait. Oui, je travaille avec des garçons. Est-ce que tu te sens respecté par ta clientèle? Dans le sens que toi, tu es une jeune fille, jeune comme eux quasiment, ben, on peut quasiment confondre. Ils pourraient quasiment confondre pour le même âge que toi. Désolé. Mais comme... Mais écoute, ça m'est arrivé. Mais... comment tu es capable d'établir cette autorité envers des jeunes que parfois ils peuvent dire « Yo, t'as le même âge que moi ». Moi, comme j'ai toujours dit, parce que ça m'est arrivé de me faire dire ça, puis comme je leur ai répondu, j'ai dit peut-être que... Parce que tu sais, quand j'ai commencé, j'étais jeune, j'avais 20 ans. J'avais des jeunes qui avaient presque mon âge, mais je leur ai dit... J'ai dit peut-être effectivement que je suis pas très vieille, mais j'ai la même autorité que la personne qui ça fait 15 ans qui travaille ici, donc rendu là, c'est ton choix. De la manière que tu vas me traiter, ici, présentement, va déterminer la manière dont je vais agir avec toi. Est-ce que tu vas finir ta soirée dans ta chambre ou est-ce qu'on va passer un bon moment ensemble? C'est toi qui choisis. Ok, donc t'es comme la mère, là. Si tu te comportes pas bien, tu vas dans ta chambre. Ben, je pense que ces jeunes-là ont besoin de ça à un certain moment. Je pense que, tu sais, parfois, ils ont beaucoup été amenés à eux-mêmes. On a des jeunes qui se ramassent à Toronto. Ils ont 14 ans, ils sont rendus à Toronto. On entend toutes sortes d'histoires dans les nouvelles. Puis je pense que c'est des jeunes, justement, qui ont besoin de connaître la relation saine avec l'adulte, de comprendre les limites des autres, quelles limites qu'on franchit pas. Puis je pense que, justement, tu peux développer une relation très saine pour ces jeunes-là tout en étant dans une relation d'autorité avec eux. Puis quelque peu maternelle. J'irais pas jusqu'à dire maternelle parce que ils ont une famille pour ça, on s'entend, pour les materner. Je dirais plus comme quelqu'un qui va les aider à les guider, à prendre les bonnes décisions, à leur faire comprendre c'est quoi les pour et les contre de leurs décisions. C'est comme un peu une opinion externe à leur vie. Quelqu'un qui va permettre de éclaircir peut-être certaines décisions dans le sens que qui va permettre de donner peut-être un troisième avis sur chacune des décisions, dans le fond. Ouais. Un deuxième avis sur chacune des décisions qu'ils prennent pour leur éclairer, pour leur donner une perspective qu'ils n'ont peut-être pas eu la chance d'avoir au courant de leur vie, au courant de leur enfance. J'aimerais
explorer quelque chose, en fait. Parce que quand tu m'as dit que tu travaillais dans ce milieu-là, je me suis dit que ce n'est pas toujours tout rose. J'aimerais savoir quelle est l'histoire qui a été la plus triste pour toi dans ton domaine. C'est quelle histoire qui t'a fait mal au cœur, qui t'a fait mal d'entendre, en fait? Honnêtement, je le sais pas. Je le sais pas, puis tu sais, honnêtement, je pense que c'est le genre de truc que j'aime mieux pas partager, justement pour éviter qu'admettons que je raconterais une histoire, que quelqu'un se sente interpellé par cette histoire-là, ou que ça passe en quelque part, puis que la personne se fasse comme, aïe, elle parle de moi, ou que quelqu'un connaîtrait cette personne-là par l'intermédiaire. Fait que tu sais, on est quand même tenu, veut pas, je pense, en tant qu'éducateur, au secret professionnel, parce que veut pas, on joue dans les vies des gens. On impacte quotidiennement la vie de ces gens-là. On travaille auprès des parents, on travaille auprès des jeunes. Puis, tu sais, les gens sont pas nécessairement contents qu'on soit dans leur vie parce que veut pas, généralement, quand on est là, c'est parce que, comme tu as dit, la vie n'est pas tout rose. Même si on est là avec les meilleures intentions du monde puis qu'on veut aider, faut se rappeler aussi, justement, que c'est un peu comme aller jouer dans le journal intime de quelqu'un, tu sais. Fait que, pour éviter, justement, que ces informations-là se promènent à travers les réseaux sociaux, c'est sûr qu'on est tenu en quelque part de pas nécessairement en parler. Mhm. Ça fait du sens, en fait. Ouais. Toi, en tant que individu, comment tu te sens dans ce système-là? En tant que... c'est quoi le titre de ton métier, excuse-moi? Éducatrice. En tant qu'éducatrice. Comment tu te sens dans le système du centre jeunesse? Est-ce que tu sens que tu as un impact réel sur la vie des gens que tu es censé aider? C'est sûr que de travailler dans un milieu non volontaire, je pense que l'impact, tu l'as pas directement devant toi. Tu sais, moi, je travaille vraiment dans un centre. Donc, je vois pas les jeunes une fois qu'ils sont sortis, malheureusement. Donc, tu sais, si j'ai travaillé auprès d'eux pendant X nombre de temps, souvent, malheureusement, on verra pas le fruit de nos efforts en tant qu'éducateur. Sauf que, tu sais, ça arrive parfois que ces jeunes-là vont rappeler des années plus tard. Ils vont être rendus avec une femme, des enfants, un travail, puis ils vont vouloir nous appeler pour nous faire part de leur cheminement. Puis je pense que, justement, tu sais, ça fait pas assez longtemps que je suis dans la profession pour l'avoir vécu, mais j'ai plusieurs collègues beaucoup plus anciens que moi qui m'ont raconté ces moments-là, puis tu vois que c'est ces moments-là qui sont le plus gratifiants pour eux. Une fois qu'ils reçoivent finalement cet appel-là, de voir qu'un de leurs jeunes qui ont eu s'est réalisé dans la vie, je pense que ça vaut de l'or. Ben oui, parce qu'au moins c'est un témoignage direct et même non sollicité de l'impact que tu as eu positif sur la vie de quelqu'un que tu as aidé, en fait. Exact. C'est vraiment bien. Quand on parle de crime, en fait, les gens associent ça souvent à certains types de comportements, à certains types de personnes, à certains types de caractères, à un sexe même particulier. Toi, en tant que personne qui est en contact direct avec cette jeunesse qui est quelque peu criminalisée, est-ce que tu dirais qu'il y a un dénominateur commun parmi ta clientèle? C'est une très bonne question. Je dirais que souvent, il y a plusieurs dénominateurs communs, en fait. Mais c'est tellement du cas par cas, honnêtement, que ça serait difficile à dire, honnêtement. On dirait que je ne saurais pas quoi répondre à cette question-là. De dénominateur commun. Parce que j'ai vraiment vu de tout type de jeunes, honnêtement, là. Vraiment de Tout type de jeunes? Ouais. De toutes les cultures, de tous les âges, de tous les milieux socio-économiques. Il y a vraiment... tu sais, j'ai vu plusieurs sortes
de personnes différentes passer par nos unités. Dans le fond, c'est peu importe si tu sois riche, pauvre, homme, femme. Dans le fond, il y a vraiment... C'est très varié, dans le fond, l'univers... cet univers-là, en fait. Ouais. Oh, ouais. C'est intéressant. C'est intéressant. Là, pivotons au sujet phare de ce podcast qui est la communication entre hommes et femmes. Justine, t'as 25 ans. Ouais. Est-ce que tu crois en l'amour? Oui, je crois en l'amour. C'est quoi l'amour? Je dirais que probablement que cette question-là, tu la poserais aux personnes différentes, tu vas toujours avoir des réponses différentes sur ce que c'est l'amour parce que je pense que chaque personne a sa conception différente de ce que ça pourrait être. Bon, c'est sûr qu'il y a la version plate de ce que c'est l'amour chimiquement parlant dans le cerveau, puis comment on le sent vraiment. Parce que, tu sais, je veux dire, à la base, l'amour, c'est toute une question de phéromones, puis de chimiques dans le cerveau. C'est la première personne qui dit ça, mais ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai, puis qui disent qu'au bout de 3 ans, techniquement, c'est comme si cet amour-là, chimiquement parlant dans ton corps, disparaîtrait, tu sais. Ah ouais? J'ai jamais entendu ça. Mais... Tu sais, ce qu'ils disent aussi, c'est qu'il faut que tu réapprennes à tomber en amour avec ton partenaire parce que je pense qu'environ à chaque... Je me souviens plus si c'est 5 ou 10 ans de ta vie, mais il me semble que tu es censé comme avoir un changement en tant que personne, puis il faut que ton partenaire apprenne à retomber en amour avec toi. Fait que, tu sais, pour moi, comme j'ai fait un cheminement par rapport à l'amour, fut un temps où je voyais l'amour comme très fusionnel. Je voyais l'amour comme très fusionnel en tant qu'il faut se compléter les deux. Tu sais, je ne peux pas vivre sans toi. Littéralement, si t'es pas là avec moi, je suis pas bien. Mais c'est en faisant du cheminement que je me suis rendu compte que c'était probablement en tout cas que pour moi, cette vision-là était toxique. C'était pas un amour sain que je recherchais en le voyant comme ça. Puis je dirais que maintenant, pour moi, l'amour, c'est de s'accompagner ensemble. Chacun, on va se réaliser en tant que personne individuellement. Puis si demain, t'es plus dans ma vie, je vais quand même être capable de me réaliser en tant que personne parce qu'on n'était pas fusionnels, mais on va s'accompagner ensemble à devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Mais on est 2 êtres à part entière aussi. Puis ça, faut pas l'oublier parce que si on s'abandonne dans quelqu'un d'autre, on va se perdre. J'adore ta définition de l'amour qui est de s'accompagner ensemble. C'est vraiment une très belle manière de dire ça parce que il faut éviter d'être trop fusionnel comme tu le dis et tu as sûrement fait l'expérience de ça par le passé parce que si vous êtes trop fusionnel, chacun s'oublie un peu en tant qu'individu, mais on tombe pas amoureux avec soi-même, on tombe amoureux de quelqu'un d'autre parce que cette personne n'est pas nous. Donc si vous êtes trop fusionnel, la relation est quasiment vouée à l'échec. Donc, c'est important de garder son individualité en tant qu'individu pour que la relation fonctionne, en fait. Donc, j'adore le fait que tu dises que l'amour, c'est de s'accompagner, en fait. Accompagner son partenaire. Exactement. Est-ce que tu dirais qu'en 2024, l'amour est valorisé? C'est une très bonne question. J'ai l'impression qu'avec le temps, ça se perd. J'ai l'impression que l'amour était peut-être... Ou c'est peut-être aussi l'idée qu'on se fait de ce qu'était l'amour avant. En fait, tu m'as fait penser à quelque chose d'excellent, en fait. Est-ce que tu penses que les hommes et les femmes ont la même perception de l'amour? Wow! Écoute, c'est une très bonne question. Faudrait demander à un homme. C'est quoi ta perception? Mais ok, bon, c'est quoi ta perception? Mais en fait, Mais en fait, tu penses que c'est quoi la perception féminine de l'amour? C'est quoi la perception féminine de l'amour, à ton avis? Peut-être que les femmes, on a plus tendance à voir l'amour un peu comme un film d'amour.
Je pense qu'on a tendance à beaucoup vouloir romantiser les choses. On a peut-être des attentes. Je dirais pas qu'on a des attentes disproportionnées, mais je dirais que parfois on a certaines attentes. Puis peut-être que notre partenaire n'a pas nécessairement la même chose comme attente. Euh, Honnêtement, c'est tellement une bonne question qu'on dirait que je suis comme. Je sais même pas quoi répondre. Mhm. Dans le fond, tu as l'impression que les femmes ont tendance à voir l'amour comme de la romance glorifiée. Dans le fond, une glorification de la romance qu'on voit au cinéma, dans le fond. Quelque chose d'intéressant aussi Ouais. que j'ai vu l'année dernière. J'ai fait un cours sur les violences conjugales. Ok. Puis j'ai lu un livre dans le cadre de mon cours sur India Desjardins, justement, qui parlait de la glorification des amours toxiques dans notre société. Puis à quel point les femmes aujourd'hui, justement, tu sais, toutes les émissions qui passent à la télévision, tous les livres qu'on va lire souvent glorifient des amours toxiques. Donc aujourd'hui, les femmes ont cette vision-là de l'amour qui est toxique, un peu. Donc ils vont avoir tendance à... Mettons qu'ils vont avoir un partenaire toxique qui va avoir... mettons, des comportements violents ou des comportements de violence psychologique ou ce genre de choses-là, les femmes vont le romantiser. Parce que c'est ce qu'on a inculqué par le biais de la télévision puis des livres à ces jeunes femmes-là aujourd'hui. Mais cette chose-là, cette glorification de la violence dans les relations amoureuses, n'est-ce pas une conséquence du manque de valeur sociétale? Ça peut être l'opinion de plusieurs gens qui sont un peu plus sur le conservatisme, qui diraient que nos sociétés vont à la dérive dans le sens qu'on n'a plus de valeurs fondamentales. Donc, on est prêt à accepter tout et n'importe quoi. Ils vont dire ça, sauf qu'en même temps, si on se repousse de ça, si on retourne il y a de ça plusieurs années dans les familles justement beaucoup plus conservatrices, malheureusement, il y avait beaucoup plus de violences conjugales aussi qui étaient présentes et les gens n'en parlaient pas. Par exemple. Ils te diraient, tes chiffres sortent d'où? Hein? Non, mais... Tes chiffres sortent d'où? OK, je dirais pas qu'il y en avait plus. Ok, ouais, ok, vas-y. Je recommence. Je dirais pas qu'il y en avait plus, parce que justement, comme tu as dit, je sors mes chiffres d'où? Dans nulle part, mais je dirais que peut-être que maintenant, on en parle plus. Ok, c'est intéressant. Ouais, parce qu'on est plus ouvert à ça, en On fait. est plus On est dans une ouvert. société qui est plus ouverte à la discussion, qui est plus ouverte à admettre, à t'accepter qui t'es comme un individu. On va pas te forcer à être quelqu'un que tu n'es pas. Ça, c'est vraiment l'avantage de la société moderne. On va pas te forcer à être quelqu'un que tu n'es pas. Contrairement à la société ancienne où tu devais jouer un rôle. Même si tu n'aimais pas ton rôle, tu devais jouer ce rôle-là. J'avoue que ça, c'est un gros avantage de la société dans laquelle on vit présentement, qui nous permet d'être nous-mêmes en tant qu'individus et on se dissocie de ce rôle sociétal qu'on doit faire. Mais chaque aspect a des points positifs, c'est-à-dire la société traditionnelle a des points positifs et la société moderne a des points positifs. Donc, je pense que l'important, c'est de voir le juste milieu pour prendre le bon et laisser le mauvais de chacun des deux pour trouver une meilleure société. Honnêtement, équilibre. Si on veut aller plus loin que ça, je pense que les personnes ont le droit de choisir les valeurs qui leur conviennent tant qu'ils sont heureux avec ce qu'ils ont créé pour eux, à mon avis. Tant que ça l'empiète pas sur les valeurs des autres. Ok, t'as vu mon point. C'est très intéressant. C'est bien, t'as vu mon point. Mais... Parfois, ils disent, la liberté des uns s'arrête où celle des autres commence. Je vais pas faire l'avocat, le philosophe présentement, mais on est à Parlons-nous ici, et parfois, je me permets en fait de poser des questions que parfois, peut-être, on n'a jamais osé te poser. Peut-être qu'aucun inconnu comme ça aurait osé te poser. T'as 25 ans,
Et tu m'as dit que tu es une personne artistique et tout. Et tu exprimes ton art sur ton corps par tes tatouages. Le fait de se tatouer, ça représente quoi pour toi? Ça va avoir l'air tellement plate comme réponse, mais pas grand-chose. Pour moi, pour certaines personnes, puis je me fais souvent poser la question, tu sais, tes tatous, est-ce qu'ils ont des sens? Est-ce qu'ils ont Mhm. des meanings? Est-ce que, tu sais, pourquoi tu te tatoues? Puis honnêtement, non, mes tatous n'ont pas de meaning. Je pense que les gens qui commencent à se tatouer, leur premier tatou, ils ont l'impression qu'il faut que ça soit significatif. Puis une fois que tu commences, ben malheureusement, tu tombes dans la loupe d'en vouloir plus. Puis là, il y a un trou là, qu'est-ce que je pourrais mettre? Là, Mhm. tu trouves un flash. Puis là, oups. Mhm. Fait que ça a vraiment fini que c'est que maintenant, je vois des trous sur mon bras puis je veux les remplir. Mhm. Plus que des meanings, honnêtement. J'ai peut-être Intéressant, 2-3 intéressant. tatous qui ont des meanings, mais c'est tout. Mhm. Mais D- pour certaines personnes, c'est moins bien vu, tu sais. Fut un temps où les tatous, c'était inacceptable au travail. Les gens voyaient les tatous reliés au crime, tu sais. Les mœurs changent maintenant. Les gens sont beaucoup plus dans l'acceptation. Puis, mais tu sais, c'est ça. La société évolue. Mhm. On accepte plus de choses. Est-ce que tu trouves que tu te fais traiter parfois différemment parce que tu as des tatouages visibles sur le corps? Non, puis honnêtement, c'est le fun parce que moi, je trippe parce que quand je voyage, Mhm. je me fais souvent arrêter dans la rue par des gens pour me dire qu'ils aiment mes tatous. Mhm. Même. Mais j'ai jamais... ça m'est peut-être arrivé une fois depuis que je suis sur dans le domaine du travail de me faire passer un commentaire sur mes tatous, mais vraiment pas. Puis on me l'a jamais fait sentir non plus. Mhm. Non. C'est bien. Ouais. Si tu avais l'option de retourner dans le passé et ne pas avoir de tatouage, est-ce que tu la prendrais? J'aime mes tatous. Mhm. Honnêtement, j'aime mes tatous. Puis, tu sais, quand je commençais à en faire, j'avais déjà posé la question à une de mes amies qui en avait plusieurs. Puis j'avais dit, tu sais, mais plus tard, quand tu vas être plus vieille, si tu vas regretter des tatous. Puis, tu sais, elle m'a dit peut-être qu'il y a des tatous que je vais moins aimer. Puis, tu sais, c'est vrai que sur mon bras, il y en a certains que peut-être que j'aime moins. Mais ça me rappelle qu'à ce moment-là de ma vie, ben, j'avais envie de le faire, ce tatou-là. Tu sais, veux pas, ça fait partie de mon histoire. Puis de qui j'étais à ce moment-là quand je l'ai fait faire. Dans le fond, c'est comme si c'était une preuve pour toi pour dire j'ai été qui je suis. J'ai pas laissé les gens dicter qu'est-ce que je peux faire ou pas faire avec mon corps. Dans le fond, en fait, peut-être le tatouage pour toi, c'est peut-être une manière de dire je suis qui je suis et je m'accepte pour qui je suis. Et je vais pas accepter que quelqu'un me dise ci ou ça et me juge pour ci ou ça. Parce que j'aime Exactement. ci ou ça. Ouais, puis honnêtement, je suis fière de qui je suis. Mhm. Puis, tu sais, c'est sûr que la moi de demain va être quelqu'un d'autre, mais je veux continuer à être fière de ce que je fais par mes actions de tous les jours. Mhm. Je veux me rendre fière. J'adore ça. Ouais. Ça nous permet de voir un nouveau sens, en fait, par rapport au tatouage. Que moi-même, ça m'éclaire un peu sur ma vision des gens qui ont des tatouages aussi. J'aimerais pivoter sur un nouvel aspect, en fait. Oui. Et c'est celui de l'amitié intersexe. L'amitié entre l'homme et la femme. Ouais. C'est quoi pour toi? Est-ce que tu penses quoi, en fait, de cette amitié entre hommes et femmes? Je dirais que ça dépend de la profondeur de cette amitié-là. Si je peux... Comment je peux exprimer ça? En voulant dire que je pense que dans la vie, tu sais, on a des connaissances, on a des amis, puis on a des meilleurs amis. Admettons. Ouais. Puis je pense que... Moi, je le vois un peu pas comme sur un... Comme un peu un continuum de profondeur. T'as des gens avec qui tu vas être vraiment plus proche, puis il y a des gens que tu considères quand même comme des amis, mais avec qui t'as peut-être moins d'affinité ou que t'as moins d'intimité, si je peux dire ça comme ça. Puis, tu sais, c'était déjà une conversation que j'avais eue avec mon chum, dans le fond, sur toi, est-ce que tu tolérerais ça, admettons que j'aille une meilleure amie fille ou un meilleur ami gars? Tu
Puis les deux, on se l'était dit que ça serait une situation qui nous rendrait mal à l'aise. Admettons. Parce que, oui, peut-être que d'un côté, tu peux dire non, moi, j'ai pas d'attirance envers cette personne-là, mais est-ce que tu peux vraiment le garantir que l'autre n'en a pas? Est-ce que tu peux le garantir? Tu peux pas le garantir. Fait que, puis tu sais, autant que il y a ce côté-là, autant que je suis aussi de la philosophie de dire qu'il faut faire confiance aux gens, puis que si dans la vie, les gens font en sorte de te décevoir, tout finit toujours par se savoir. Parce que la vérité finit par éclater tôt ou tard. Ah oui, moi j'y crois à 100% que tôt ou tard, tu vas finir par connaître la vérité. Fait que si la personne veut te jouer dans le dos, ben qu'elle le fasse. Puis au final, c'est le choix qu'elle a fait, mais ça veut dire que cette personne-là n'est pas destinée à être dans ton chemin. Puis quelqu'un d'autre est destiné à te rencontrer plus tard. Puis j'aime ça croire au destin, quasiment quelque peu. Quasiment au destin, mais plus au fait que oui, dans le fond, au destin, la vie va finir par placer les choses qui sont censées venir à toi éventuellement. Puis si quelqu'un disparaît de ta vie, peu importe les raisons, c'est qu'elle n'était pas meant to be there. Donc, si je résume, en fait, l'amitié pour toi... mitigée. Donc, pour toi, l'amitié pour toi entre hommes et femmes est possible? Pour moi, je dirais qu'elle est possible, mais avec un certain degré de... Parce que, tu sais, j'ai plusieurs amis garçons que, comme, tu sais, j'apprécie réellement, mais il y a certaines limites que je franchirais pas. C'est quoi les limites? Ben, tu sais, je veux dire, moi-même étant en couple, je trouverais pas ça correct d'aller, mettons, je sais pas moi, en one-on-one, faire une activité avec cette personne-là ou aller chez elle tout seul, puis comme... Je voudrais pas rendre mon chum inconfortable dans une situation. Puis je me dis, si lui, à l'inverse, il le ferait puis ça me rend inconfortable, ça veut dire que moi-même, je le ferais pas. Ce qui est, comme ils disent, ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. Oh my God, la clown. Avec mes vieilles expressions québécoises, là. Mais t'inquiète, je suis sûr que tout le monde a compris ça. T'as l'air quand même d'une personne... je me dirais que quand toi, en couple, tu donnes quasiment l'impression de quelqu'un qui va faire plaisir à son partenaire, mais parfois, l'envie de donner plaisir à ce partenaire fait en sorte que tu es obligé de supprimer ton propre plaisir individuel, dans le sens que tu fais un... Est-ce que c'est une bonne analyse de dire que peut-être que tu fais un peu du people pleasing? Tu peux me dire je suis totalement à côté de la plaque, c'est pas si grave que ça. Dans tes relations amoureuses, est-ce que tu as eu tendance à faire ça dans tes relations amoureuses? Oui. J'ai vraiment eu tendance à faire ça souvent, puis comme je disais plus tôt, des fois, quand on veut tellement donner à son partenaire, on se perd soi-même. J'ai longtemps été dans des relations comme ça, où ce que j'ai passé l'autre personne avant moi, puis ça, c'est un cheminement que j'ai fait. Puis maintenant, j'ai comme mentalité que ma relation va pas me brimer d'être la personne qu'il faut que je devienne. Faut pas que ma relation me brime à atteindre mon plein potentiel puis à aller dans les horizons que j'ai envie d'aller. Au contraire, si t'es mon partenaire, c'est que t'es censé m'appuyer à 100% dans ce que je veux entreprendre. T'as confiance en moi, t'as mon bac, puis tu me dis « let's go, je suis avec toi ». Puis dans le même sens. Mon père m'a vraiment... puis autant que ça peut être bon, autant que ça peut être mauvais, mais mon père m'a vraiment inculqué... tu sais, si je t'aime, je vais aller chercher la lune pour toi. Tu sais, je vais être prête. Oh. Donc attends, tu me dis que ton partenaire est censé chercher la lune pour toi? Non, si je parle c'est de possible moi pour lui? que je suis comme ça. Ok, toi, c'est comme ça. Moi, je suis comme ça. Je vais tout vouloir faire pour rendre la personne heureuse. Tu comprends? Des fois,
au dépend de mon propre bonheur. Fait que c'est pour ça que je dis que autant que ça peut être super une bonne chose, du genre quand je suis dans une relation, je t'investis à 100%, je veux que tu sois heureux, mais en même temps, j'ai fait le cheminement que oui, c'est une bonne chose, mais faut pas que ça vienne au détriment de qui je suis en tant que personne, puis de ma réalisation personnelle aussi. Parce que je pense que justement, je vais être malheureuse si je peux pas me réaliser en tant que personne dans un couple. Je suis C'est pour ça que je totalement disais d'accord avec... que ma vision avait plus shifté vers le on s'accompagne over on se complète. Ouais, j'adore. C'est une très belle vision et c'est une très belle explication de c'est quoi être dans une bonne relation. Mais tu m'as fait penser à une question que j'aimerais que tu réfléchisses avant de répondre. Et j'aimerais que ça soit une réponse qui vient de ton cœur. Pas la réponse que j'ai envie d'entendre, pas la réponse que tu penses que les gens ont envie d'entendre, pas la réponse que papa ou maman ont envie d'entendre. Justine, est-ce que tu es heureuse? Je dirais à 75%. Ouais. Parce que si, je veux dire, moi, le plein bonheur, là, ça serait de passer ma vie à voyager. Fait que, tu sais, je pense que oui, je suis heureuse, mais je pourrais l'être encore plus. Parce que quand je parlais de réalisation personnelle, j'ai tellement de projets, j'ai tellement de choses que j'ai envie d'entreprendre. Puis, j'ai pas encore atteint le 100% dans toutes les sphères de ma vie. Tu sais, présentement, comme je dis, je suis encore chez mes parents. Je suis en train d'économiser pour acheter quelque chose. Fait que, tu sais, ça, mettons, c'est une sphère de ma vie, qui est pas encore à son 100%, tu sais. Fait que, tu sais, oui, je suis heureuse, mais je pense qu'il y a des choses sur lesquelles je peux encore travailler pour l'être encore plus. Puis je pense que je vais constamment faire un cheminement personnel pour l'être de plus en plus. Ouais. Fait que je pense que honnêtement, j'atteindrai probablement jamais le 100% parce que je pense que c'est impossible. Le 100% serait étant l'extase complète. Là. Je crois que le 100% n'est pas possible, mais je pense qu'on travaille toute notre vie à essayer de s'en rapprocher le plus possible. Peut-être réponse tout à fait respectable et bien développée. Peut-être que c'était peut-être la manière dont je l'ai formulé qui n'était peut-être pas adéquate. J'aimerais te reposer alors une autre question, mais en fait, changer un peu la perspective de cette question-là et l'orienter vers est-ce que tu te sens comblé dans l'instant présent? Dans le sens que quand tu vis ta vie, est-ce que tu es satisfaite de l'instant présent dans ta vie? Oui. Oui. En ce moment, genre... Tu sais, c'est sûr que... Tu sais, j'ai des parents qui m'aiment. J'ai un toit, j'ai de la nourriture, j'ai un amoureux qui prend soin de moi. J'ai des bons amis. Je veux dire, j'ai un bon travail aussi. Tu sais, c'est sûr que j'ai pas un travail facile, mais j'ai un travail que j'aime quand même malgré tout. Je fais un sport que j'aime. Je veux dire, tu sais, quand je regarde ça comme ça, je suis pas à plaindre. Exactement. Je suis pas à plaindre. Je pense que c'était plus ça ma question de la joie, dans le sens que est-ce que tu étais comblé par ce que tu as dans ta vie présentement? C'est-à-dire, tu n'es pas obligé d'être à ton plein potentiel, mais est-ce que ce que tu as présentement, c'est quelque chose que tu es capable d'apprécier à sa juste valeur? Je pense que c'est ça le bonheur. C'est la possibilité. Non, en fait, le bonheur, c'est la capacité d'apprécier l'instant présent pleinement. Je pense que c'est ça le bonheur. Exactement. Puis je pense que c'est quelque chose à laquelle il faut qu'on se ramène beaucoup plus. On est tellement axé dans le vivre rapidement, puis j'ai l'impression qu'on est tout le temps aussi axé sur le futur. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi mes plans pour le futur? C'est quoi les voyages qui s'en viennent? Over? Qu'est-ce que j'ai dans l'instant présent? Puis est-ce que je suis heureux? Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire là, mais
J'aimerais diriger la question vers toi, en fait. Oui. C'est quoi ta plus grande inquiétude dans le futur? C'est quoi qui t'inquiète le plus de ton avenir? Ça, je pense que c'est une peur qu'on a tout le monde, mais c'est de perdre ses parents. Hmm. Moi, j'ai enfant unique, hein, fait que j'ai pas de frères et sœurs. Ma Ouh. famille, c'est mes deux meilleurs amis. Wow. Puis la famille qu'éventuellement, avec le temps, je vais me créer. Mais moi, la journée où mes parents sont plus là, c'est moi. Wow, c'est vrai, j'ai même pas pensé à cet aspect-là même d'être enfant unique. Mhm. Parce que t'as pas de frère ou soeur. Quand tes parents sont morts, mais t'es l'unique. Ma Si mère t'as me pas l'a de toujours cousin, dit. Puis, tu sais, oui, j'ai des cousins, cousines, mais, tu sais, souvent, ma famille, ben, la majorité... Dans le fond, mon père est issu d'une famille de 9 enfants. C'est le plus jeune. Je suis le wow. bébé du bébé. Mhm. Donc, tu comprendras que tous mes cousins, cousines ont l'âge de mon père, sont quasiment dans la soixantaine. Et mes tantes, oncles sont encore plus âgés, donc... Étant le bébé du bébé, veux pas, on fait le calcul, un moment donné, il restera plus grand monde. Qui ont à peu près le même âge que toi, donc ils seraient un peu plus, beaucoup plus vieux que toi en fait. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, ma mère, depuis que je suis tout jeune, elle me l'a dit, il faut que tu t'entoures bien. Faut que tu t'entoures bien de gens de confiance. Puis je pense qu'avec le temps, justement, j'ai développé des amitiés où ces amitiés-là sont littéralement... C'est mon meilleur ami, ma meilleure amie, c'est comme mon frère puis ma soeur. Hmm. Tu sais, c'est les gens sur qui je peux compter. Et puis, entre nous, on le sait, là, on peut s'appeler à 3 heures du matin, quelqu'un qui va venir. Là. C'est comme... Pour moi, c'est ma famille que je me suis construit. Hmm. Vu que j'en ai pas de sang. C'est bien de pouvoir avoir des gens sur qui compter. Ouais. Ah, puis je suis tellement grateful, honnêtement, d'avoir ces gens-là dans ma vie, là. Hmm. 100%. Qui font une différence. Ouais. Est-ce qu'il y a déjà eu une période dans ta vie où tu t'es senti seul au monde? Que ça ne vaut pas la peine? Que personne t'aimait? Non. Je dirais pas que je me suis déjà rendue à un point où je me sentais comme si personne m'aimait parce que j'ai toujours eu des parents extrêmement présents pour moi. Puis ma meilleure amie que j'ai, ça fait 18 ans qu'on est meilleure amie. Puis comme, tu sais, comme on a tout le temps été vraiment proches. Fait que, tu sais, même si j'avais été seule au monde, elle aurait été là. Puis mon père puis ma mère aussi, là, je le sais c'est un amour inconditionnel, là. Ils ont toujours été très présents pour moi. Donc, non, je me suis jamais ramassée là, à me sentir seule à ce point-là, mais, tu sais, malgré tout, je pense que des fois, on peut être bien entouré puis se sentir seul quand même. Fait que, tu sais, oui, je me suis déjà sentie peut-être plus isolée par rapport aux autres, puis plus dans mon coin, mais j'ai toujours su que malgré tout, il y a des gens autour de moi qui m'aimaient. Jamais je me suis sentie pas aimée. Je sais pas si c'est clair. Non, c'est totalement clair. Ouais. C'est totalement clair. Je suis content que tu es capable de voir la chance que tu as d'être bien entouré, la chance que tu as d'avoir des personnes qui t'apprécient dans ta vie, parce que c'est très important. Il y a plein de gens qui n'ont malheureusement pas cette chance-là et qui paieraient beaucoup et qui donneraient beaucoup pour avoir des relations qui sont dignes de ce nom. Donc, c'est important de apprécier et de montrer son appréciation aux gens qu'on apprécie dans la vie. Je sais, j'ai dit 3 fois le même mot, mais c'est la vie. Ouais. Ah, excusez-moi. Justine, t'as 25 ans. Est-ce que t'aimerais avoir des enfants? Je pense que oui. Ouais. Pas beaucoup, mais je pense que j'aimerais ça le vivre. Je sais qu'en ce moment, c'est beaucoup dans les débats. Tu sais, je regarde... Déjà là, à l'âge que je suis, j'ai beaucoup d'amis qui commencent à avoir des enfants. J'en ai aussi d'autres qui se rendent compte qu'ils en veulent pas, puis c'est correct.
Il y a beaucoup de gens en ce moment qui décident de pas vouloir avoir des enfants à cause de la condition humaine, si je peux dire, de voir comment ça se passe dans nos sociétés. Il y a des gens qui préfèrent ne pas en avoir. À cause de la condition humaine? Ouais, ben, tu sais, je veux dire, il y a plein de gens qui disent que, admettons, je sais pas moi, l'environnement, ça va se dégrader, tu sais, l'économie, là, ça devient cher. Il y a des gens qui se disent qu'ils veulent pas amener des enfants dans ce monde-là parce qu'ils savent pas comment ça va être dans X nombre d'années. Tu penses quoi de cette rhétorique-là? Ben, je veux dire, après ça, ils font leur propre choix, tu sais. Ça peut être comme... Il peut y avoir des pour puis il peut y avoir des contre. Je pense que, tu sais, si eux, c'est le choix qu'ils font avec leur vie, ben, en quelque part, c'est correct. Puis s'il y en a d'autres qui décident d'avoir des enfants, ben, c'est correct aussi. Mais pour moi, ça serait correct, là. Donc, t'es enfant unique et tu veux un enfant unique. Un ou deux, là. T'as pas trouvé ça quelque peu compliqué de grandir seul, sans frère ni sœur? Personne avec qui s'amuser, personne avec qui jouer, personne avec qui se chicaner. Je pense que c'est un peu comme demander à un aveugle si ça lui fait de la peine de pas voir. Il l'a jamais expérimenté, fait qu'il peut pas savoir. Quelqu'un qui est né avec, ouais. Quelqu'un qui est né aveugle. Mhm. Parce que pour moi, c'est comme ça que j'ai connu la vie, c'est comme ça que j'ai grandi, fait que c'est sûr que je te dirais que tu sais, moi j'ai vu les avantages d'être enfant unique. Tu sais, mes parents, j'avais toute l'attention de mes parents, j'avais plus de cadeaux à ma fête, plus de cadeaux à Noël, j'ai une grande chambre. Tu sais, mes parents ont été en mesure aussi de m'aider beaucoup financièrement. Tu sais, ils ont payé une bonne partie de mes études. Mon premier auto, c'est mes parents qui me l'ont payé. Tu sais, mes parents m'ont beaucoup, beaucoup soutenu et appuyé. Parfois, certains parents qui ont plus d'enfants, malheureusement, n'ont pas le luxe de pouvoir autant appuyer financièrement leurs enfants. Puis autant que, tu sais, mettons, j'ai déjà posé la question à mon chum, tu sais, est-ce que tu t'aurais imaginé être enfant unique? Puis lui, ben, il a juste connu ça, grandir avec des frères et sœurs. Fait que pour lui, c'est inconcevable de grandir seul. Puis pour moi, c'est le contraire, c'est inconcevable de grandir avec des frères et sœurs. Je sais pas c'est quoi. Je vois. Fait Parce que t'as jamais eu cette expérience-là, donc... Exactement. Fait que c'est pour ça que je faisais un peu le parallèle avec une personne aveugle qui a jamais vu. Tu peux pas manquer de quelque chose que tu n'as jamais connu. Tu pourrais peut-être t'imaginer ce serait comment, puis peut-être avoir l'impression qu'il te manque quelque chose d'une idée que tu te conçois de ce que ça pourrait être, mais techniquement, tu l'as jamais vécu. Je suis totalement d'accord avec ça. Et c'est une bonne manière, en fait, de mettre ça en perspective pour les gens qui critiquent le fait que certains enfants uniques sont gâtés, mais parce qu'ils pensent que le fait d'avoir grandi en tant qu'enfant unique, ça fait en sorte que parfois certaines personnes ne sont pas habituées à partager et tout, mais ils ont des mauvais jugements envers les enfants uniques parce qu'ils pensent que parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir des frères et sœurs, ils vont être égoïstes. Est-ce que c'est un stéréotype que on te mentionne régulièrement? Oui. C'est souvent des choses qu'on m'a ramené, des amis à moi justement qui me disaient tu sais, quand je t'ai rencontré, je pensais que t'allais être quelqu'un de beaucoup plus égoïste parce que t'es enfant unique, mais tu sais, c'est pas le cas. Puis, tu sais, pour y repenser après, je pense même pas que c'est question d'être enfant unique ou d'avoir des frères et sœurs, mais je pense que c'est plus question de l'éducation que tu reçois. Je pense que tu pourrais avoir des frères et sœurs puis être très égoïste. Puis que tu pourrais être enfant unique puis être très altruiste. Je pense que ça dépend des valeurs que tes parents t'ont inculquées. Ouais, parce que ça influence beaucoup, en fait, quel type de personne tu deviens. Donc, c'est comme dit que parce que quelqu'un est né d'un quartier pauvre, il sera absolument pauvre. Non. Chacun a sa chance, chacun a sa lumière, chacun a sa personnalité, chacun a son individualité. Donc, ça fait en sorte que même si tu es dans une telle situation, ça peut toujours changer. J'ai bien aimé ça, chacun a sa lumière. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est Parce beau. que tout le monde, on n'est pas les mêmes. Parfois dans la vie, tu auras l'impression d'être en arrière,
Mais en réalité, tu n'as pas la même vie que cette personne-là. Peut-être cette personne-là en avant de toi présentement, mais dans 10 ans, cette personne apprend qu'elle a un cancer et elle meurt. Tu auras eu l'impression que tu dis, pourquoi moi je suis pas lui ou elle, parce que cette personne est tellement en avant de moi, pourtant il a le même âge que moi. Mais non, tu sais pas c'est quoi qui va se passer. Peut-être que toi tu seras toujours en arrière pendant jusqu'à 50, 60 ans, mais à 60 ans, tu réalises le rêve de ta vie et ta vie a un succès incroyable. Tu comprends? Il faut pas être jaloux de la lumière de quelqu'un d'autre. Parce que chacun a son chemin. Tu ne sais pas c'est quoi ton chemin, mais quand tu l'auras parcouru, tu vas comprendre pourquoi c'était plus long ou pourquoi c'était plus lent. L'important, c'est d'apprécier l'instant présent et d'apprécier le processus, cette marche-là. Parce que c'est pas la marche la plus longue, c'est pas la marche la plus rapide qui est la meilleure, mais c'est toujours celle qui est la plus longue, celle qui prend son temps d'être. Les mots du grand sage. Oh my god. Oh my god. En fait, j'avais une bonne question en fait pour toi. Et j'ai juste pensé au fait que je me mouchais et ça va me rappeler immédiatement c'est quoi je pensais. On parlait des enfants uniques, hein, le fait que certaines personnes ont des stéréotypes vis-à-vis de ça. J'aimerais te demander, Justine, tu m'as confié pendant nos appels FaceTime préparatoires que tu avais eu un arrêt de travail. Hein? Oui. Et tu as seulement 25 ans et tu as eu un arrêt de travail. Est-ce que tu es confortable de nous dire c'était quoi le motif? Je te dirais que je suis pas très confortable, non, de parler du motif. Parce que je pense que c'est une réalité en ce moment des milieux jeunesse, mais c'est quelque chose qui est encore très vif pour tout le monde. Ouais. Donc c'est quelque chose que t'as pas guéri alors? Je dirais pas que j'ai pas guéri, j'ai fait du cheminement par rapport à moi, ça 100%. Mais, tu sais, je le sais que c'est pas parce que j'ai fait du cheminement sur moi que le milieu en 2 mois a changé. Je veux dire, tu sais, je quitte... Donc ton arrêt, c'était plus par rapport au milieu qu'à toi. Oui, c'est pas un milieu facile, puis c'était à cause du milieu, entre autres, là, que j'ai eu besoin de prendre du recul, parce que, tu sais, des fois, comme on dit, on est notre propre outil de travail. Puis, étant notre propre outil de travail, il faut être capable de reconnaître quand on n'est plus capable de se distancer de la Justine de tous les jours et de la Justine éducatrice. Qu'à ce moment-là, j'ai senti que si je voulais être la plus aidante pour les gens avec qui je travaille, il fallait que je prenne une petite pause pour prendre le temps de me recentrer sur moi-même. Puis tu sais, comme je disais, non, c'est sûr que le travail, le milieu de travail va pas changer du jour au lendemain en 2 mois, mais moi, j'avais un cheminement à faire personnellement pour apprendre à développer des stratégies pour être plus apte à, ils appellent ça des auto-soins, veux pas, à me ressourcer quand je sors du travail. Apprendre à comme décrocher. Donc tu avais perdu la barrière entre ta vie privée et le travail, c'est-à-dire que la Justine du travail, c'était la Justine de la vie privée, et la Justine de la vie privée, c'était la Justine du travail. Exactement, mais ça devrait pas être le cas. Puis là, c'était rendu le cas, fait qu'il a fallu que je prenne un petit temps pour séparer les deux. Parce que sinon, j'aidais personne. Je m'aidais pas moi, puis j'aidais pas plus mes jeunes. Est-ce que il y a un stigma dans le fait de prendre un arrêt de travail? Est-ce que tu t'es senti jugé par tes collègues ou par ton entourage par le fait que tu as osé ou tu as pris un arrêt de travail? Est-ce que tu te sens jugé par cette action-là?
Est-ce qu'il y a un stigma par rapport aux arrêts de travail? Je pense que oui. Parfois, je pense que les gens ont l'impression que les gens prennent des arrêts de travail en vacances pour avoir du fun. C'est vrai! Les gens, ils se disent « Ah, c'est beau, sont en arrêt de travail, ils sont sur le bord de la piscine l'été, puis ils vivent leur best life. » Mais honnêtement, moi, ça n'a pas été mon cas. J'ai pas ressenti de jugement de la part des gens. C'est quoi je disais encore? En fait, il reste moins de 1 minute et je pense qu'on a beaucoup parlé. Oui. On a dit les choses qui devaient être dites. Donc, j'aimerais te remercier, Justine, d'être venue à Parlons-nous. Ben, merci Ta à toi. participation a été précieuse. On a eu une très belle conversation. Merci à tous ceux qui ont écouté et à la prochaine. Bye. Bye bye.